Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la Comment fraîche. tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme. Toujours. Alors, on parle de quoi en actualité internationale? On va revenir sur la COP27 qui se déroule actuellement à Sharm el-Sheikh, cette station balnéaire qui est située au bord de la mer Rouge en Égypte. Alors, bien que officiellement, cette COP27 était ouverte depuis dimanche, hein, mais c'est à partir d'aujourd'hui que véritablement les discussions entre les différents partis vont avoir lieu. Alors, bien entendu, il faut savoir que cette COP27-là a eu un ordre du jour qui a été un peu chamboulé, hein, puisqu'il faut savoir qu'on est dans une période assez particulière dans le monde, puisqu'on est à la fois à la croisée d'une crise sécuritaire en Europe avec la guerre en Ukraine, une crise énergétique avec la flambée des cours des prix du gaz et du pétrole. On est à l'orée d'une crise alimentaire, hein. On en a parlé ici, le fait de la guerre en Ukraine qui rend difficile, si tu veux, l'exportation des céréales d'Ukraine et de Russie en raison des sanctions imposées par les pays occidentaux et d'Ukraine en raison de la guerre. Or, ces deux pays représentent à eux seuls près de 40% des exportations céréalières. Et puis on a aussi la crise climatique, hein. Il faut savoir que 2022 est quand même une année exceptionnelle sur le plan des désastres climatiques. On a la sécheresse qui touche la Corne de l'Afrique, la Somalie, le Kenya, l'Éthiopie. On a justement les canicules en Europe. Selon une étude divulguée par l'Union européenne, près de 15 000 personnes sont décédées cette année du fait des effets de la canicule. Et on a aussi, bien entendu, les effets de la crise climatique sur les États insulaires, les petits États là, qui sont notamment dans le Pacifique, comme les îles à Samoa, la Micronésie, la Papouasie, Nouvelle-Guinée, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, toutes ces îles qui, cette année aussi, ont vu les effets des changements climatiques aussi énormément les perturber. On voit aussi dans nos pays africains, enfin des pays de la zone du golfe de Guinée, le Gabon aussi, on voit comment le littoral on ne cesse de perdre, si tu veux, des surfaces au niveau de notre littoral, hein. Et donc tout ça, tous les pays du monde sont particulièrement inquiets. Et surtout, il s'agit aussi de faire cette COP27, c'est une espèce de COP de transition entre, en réalité, la COP de Glasgow, qui, l'année dernière, qui était une COP au cours de laquelle on devait décider des mécanismes d'utilisation du fonds vert qui avait été créé lors de la COP 21 à Paris, et aussi la transition avec la COP 2024, enfin la COP 2023 qui aura lieu à Dubaï à partir de 2023. En fait, c'est une COP où on va maintenant, pour la première fois, essayer d'évaluer les efforts fournis par les pays en fonction des engagements qu'ils avaient pris lors de la COP 21 à Paris. Il ne faut pas oublier que la COP 21 de Paris, en 2015, avait été particulièrement ambitieuse. Pourquoi? Parce que c'était la première fois que tous les pays du monde, notamment les gros pollueurs, s'entendaient sur des objectifs chiffrés et avec un terme bien précis. Ils avaient prévu de baisser de 45% leur production de gaz à effet de serre d'ici 2030 afin de permettre à ce qu'on ait, si tu veux, une augmentation de 1,5% de température d'ici 2040-2045. Malheureusement, pour donc atteindre ces objectifs, il devait avoir deux choses. Un, les États riches devaient favoriser le financement de la transition écologique, hein, c'est-à-dire le fait que l'on substitue la production d'énergie à partir, la production de courant, d'énergie à partir d'énergie fossile, ou qu'on substitue l'utilisation d'énergie fossile par des énergies renouvelables, donc les énergies vertes, le photovoltaïque, l'éolienne, l'énergie hydraulique. Et donc, d'une part, et puis d'autre part, que l'on finance la transition écologique aussi vers les pays pauvres. On les aide à, si tu veux, résister aux effets de ces changements climatiques-là, du fait de la pollution qui est principalement causée par les pays riches. Et donc,
C'était ces deux axes ambitieux-là. Et donc, dans un premier temps, en 2015, à Paris, les États du Nord avaient promis de financer un fonds vert à hauteur de 100 milliards de dollars par an pour permettre justement de financer cette transition écologique-là vers les pays du Sud. Les pays du Sud qui représentent plus d'une centaine de pays en réalité et qui subissent déjà les effets des changements climatiques. Malheureusement, quand on regarde, nous sommes en 2022, 7 ans plus tard, eh bien, on est loin des objectifs de Paris. On est très très loin. Déjà au niveau du fonds vert, on n'est même pas encore parvenu à atteindre le premier 100 milliards de dollars promis pour permettre justement de financer cette transition écologique. Puisque entre 2015 et maintenant, il y a eu la pandémie de la Covid-19 qui pendant 2 ans a un peu paralysé l'économie mondiale. Et puis au sortir de là, bim, on retombe dans une autre crise, donc cette crise sécuritaire-là en Ukraine, avec tout son corollaire sur le plan énergétique et alimentaire. Et donc tout ça fait que, aujourd'hui en réalité, les pays du Nord ont du mal à tenir leurs engagements et c'est la raison pour laquelle il va y avoir une discussion en se disant bon, si vous, les gouvernements des pays du Nord, vous ne pouvez pas tenir vos engagements, mais néanmoins, lorsque l'on regarde, si tu veux, la manière dont certaines grosses entreprises ou les plus grosses entreprises de la planète s'enrichissent, notamment à travers ce qu'on appelle les super profits, eh ben, les gouvernements du Sud se disent bon, si vous, les gouvernements, vous avez du mal à payer, à pouvoir réunir ces ressources-là pour aider les pays du Sud à financer cette transition écologique parce que vous dites que vous avez une dette qui est énorme, cette dette qui s'est considérablement accentuée durant la Covid et cette dette-là aussi qui continue à s'amplifier du fait de la crise énergétique, parce qu'il faut savoir que l'inflation sur l'énergie plombe énormément les économies des pays du Nord et donc comme les pays européens sont obligés de faire tourner la planche à billets pour ce qui concerne l'Europe et d'autres pays pour essayer de faire face. Mais faire tourner la planche à billets, ça veut dire aussi accroître sa dette parce qu'il faut continuer à émettre des obligations pour permettre aux pays de les prendre. Et quand un pays prend vos obligations de bons de trésor, eh ben, c'est une manière de vous endetter en réalité. Donc, ils financent votre dette. Et donc, les pays du Nord sont face à cette situation-là où ils sont pris dans un étau énergétique qui fait que, et dans un étau d'endettement qui fait qu'ils ne sont pas en capacité de pouvoir garantir la mobilisation de ces ressources de 100 milliards de dollars par an pour aider les pays du Sud pour financer la transition écologique et leur permettre de faire face aux effets des changements climatiques. Et donc, il y a donc des alternatives qui font l'objet de discussions entre les différentes parties. Alors, certains estiment que, par exemple, on doit essayer d'inclure les pays, notamment pas les pays, les grandes entreprises, celles qui polluent le plus, pour que, par exemple, on fasse des espèces de droits à polluer de certaines entreprises, notamment les plus polluantes, c'est-à-dire que lorsqu'elles émettent une certaine quantité de carbone dans l'atmosphère, prenons un exemple, prenons à peu près 1 million de tonnes de CO2, à partir de ça, elles payent, si tu veux, un certain droit, vis-à-vis par rapport à cette pollution qu'elles ont émise là, et cet argent va directement servir à alimenter un fonds qui, par la suite, permettra de financer la transition écologique dans les pays du Sud. Il y a ça. Il y a aussi le fait que certains pays du Nord, notamment la France, avaient dit que si tous les pays du Nord ne pouvaient pas se mettre ensemble pour essayer de trouver en commun la manière de financer la transition écologique, mais chaque pays pouvait individuellement, en fonction de ses moyens, essayer de financer des projets de transition écologique. C'est ce que la France dit avoir fait notamment en Afrique du Sud et dit travailler avec d'autres pays comme le Sénégal ou Djibouti. Malheureusement, cette possibilité-là a été bottée en touche, par exemple, par l'ancien Premier ministre britannique, Boris Johnson, qui lui a expliqué que l'Angleterre n'est pas en capacité, par exemple, de pouvoir mobiliser, parce que la France parlait d'1 milliard d'euros. C'est vrai qu'1 milliard d'euros, c'est une broutille par rapport aux réels besoins en la matière, parce qu'il faut savoir que, selon le G77, le groupe qui rassemble les 77 pays les plus pauvres du monde, ils estiment qu'il leur faudrait au minimum entre 2400
et 3 000 milliards de dollars pour pouvoir financer l'ensemble de la transition écologique dans tous ces pays-là. Et donc, 1 milliard sur 2400 ou 2500, c'est vraiment une broutille. Et d'autant plus que Boris Johnson explique que l'Angleterre, et il n'a pas totalement tort, traverse une crise financière, une crise économique telle que elle n'est pas en capacité de pouvoir garantir ce financement. Boris Johnson, il n'est plus au pouvoir. Non, il n'est plus au pouvoir, mais du fait qu'il occupait ce poste, il a une certaine connaissance des réalités des finances publiques britanniques. Oui, mais ça, c'est autre chose. Ça n'empêche pas qu'il ait une réelle connaissance de la réalité des finances publiques britanniques. Et donc, de ce point de vue-là, sa voix porte encore. Mais il y a aussi la question de savoir que vont dire les plus gros pollueurs de la planète, à savoir les États-Unis et la Chine. Et là, même entre ces deux pays-là, il y a une différence de point de vue. Les Américains disent que nous ne sommes pas les plus gros pollueurs de la planète, donc nous ne devons pas payer plus cher. Nous devons payer en fonction de notre niveau d'émission de gaz à effet de serre. Ce à quoi la Chine répond que si globalement la Chine reconnaît qu'elle pollue, elle est le pays qui pollue le plus dans le monde, mais si on répartit cette pollution par tête d'habitant, la Chine est loin derrière les États-Unis. Donc là aussi, quand tout dépend maintenant de la manière dont on interprète les chiffres de la pollution à travers la planète. Mais ce qui est d'autant plus inquiétant, notamment pour les gouvernements des pays du Sud qui participent à cette COP27, c'est qu'à l'ouverture, il n'y ait pas la présence de Joe Biden, le président américain, ou celle de Xi Jinping, le président chinois. Et donc ça, c'est quelque chose qui était quand même sur un plan diplomatique assez inquiétant, mais n'empêche que ça ne veut pas dire que ces deux pays-là n'ont pas envoyé des représentants de premier plan, puisque John Kerry, le représentant spécial américain pour le climat, est présent à Sharm el-Sheikh, de même que les responsables chinois qui traitent de ces questions climatiques-là. Mais néanmoins, on l'a déjà su par les porte-parole des deux présidents que Joe Biden et Xi Jinping se rencontreront en marge du G20 qui va se tenir à Bali l'année prochaine. Donc, certainement qu'ils vont discuter de ces questions-là là-bas, même si, c'est dommage, la conférence sur le G20 n'était pas véritablement le lieu adéquat pour discuter pour parler de ces questions-là. Mais néanmoins, il faut savoir que les discussions, donc, en tant que telles, débutent à partir d'aujourd'hui. Et elles vont s'achever le 18. Et donc là, c'est à la conclusion de ces travaux-là que l'on verra qu'est-ce qu'il en sera exactement, notamment sur quels sont les nouveaux objectifs en termes de financement, quels sont les nouveaux mécanismes de répartition des fonds qui seront issus du fameux fonds vert. Est-ce que ce seront toujours les États qui vont les financer? Ça, j'en doute fort, puisque la plupart des États disent qu'elles sont dans la difficulté. Maintenant, quels sont les mécanismes? Est-ce que ce seront les grandes entreprises ou les entreprises les plus polluantes qui seront les plus pollueuses, qui vont financer ce fonds vert-là? Ça, et si c'est le cas, à hauteur de combien? Et quel est le montant global espéré dans cette cagnotte-là? Est-ce que ce sera suffisant pour espérer au moins garantir un certain niveau acceptable de financement de l'ordre de 20, 25, 30 ou 50%? Ça, on ne le sait pas, on ne le saura qu'à la fin de ces discussions. Mais il est clair qu'il faut absolument trouver une solution à ce financement, à cette prise en charge des effets des changements climatiques, puisqu'il faut bien le comprendre, les pays du Nord, qui sont les plus gros pollueurs, sont les pays qui sont les moins impactés par les effets du changement climatique. Les pays les plus touchés sont les pays qui émettent le moins de gaz à effet de serre. Et donc, il faut rétablir cette espèce d'injustice, mais pour cela, il va falloir que les pays du Nord véritablement fasse preuve d'une véritable volonté politique, mais il faut bien comprendre qu'en période de crise énergétique, crise sécuritaire ou crise économique, pour les opinions publiques de ces pays du Nord-là, le climat ne devient plus la priorité. On le voit en Allemagne avec la réouverture des mines à charbon pour justement faire tourner les centrales à charbon pour essayer de faire face à la pénurie de gaz russe, donc essayer de maintenir un niveau acceptable de production d'énergie parce que son industrie en a besoin. On le voit également en France où les centrales nucléaires qui étaient censées être fermées d'ici l'année prochaine, elles ont été maintenues en vie. Pour certaines même qui étaient en phase de fermeture, c'est la phase inverse qui est en train d'être mise en œuvre, c'est-à-dire une phase de réouverture. Donc,
pour les 2 ou 3 prochaines années où on avait prévu une fermeture de près du tiers du parc nucléaire français, c'est l'inverse qui va être mis en place. Et donc, dans plein d'autres pays du Nord comme ça, on a un retour à l'utilisation des énergies fossiles en masse pour produire cette énergie dont leurs industries ont besoin. Et c'est ce qui fait craindre que, au regard de ces changements, de ces bouleversements, d'ici 2040, la diminution de l'énergie, la diminution des températures ne sera pas à 1,5%, à 1,5 degrés Celsius, mais sera au minimum à 2,4 degrés Celsius. Donc, on est très très loin des objectifs qu'on avait fixés lors de la COP21 à Paris. Mais cela n'empêche que l'on ne doit pas continuer à discuter, les pays du Sud doivent continuer à discuter avec ceux du Nord, continuer à mettre la pression pour les obliger d'une manière ou d'une autre à respecter leurs engagements, quitte à revoir même leurs engagements à la baisse, parce qu'il faut aussi tenir compte de leur réalité du moment, mais n'empêche qu'on a besoin de cette transition écologique si on veut essayer de limiter les effets de la catastrophe et essayer d'éviter d'accélérer la vitesse avec laquelle nous allons droit au mur. Mais pour cela, on a besoin les uns des autres. Les pays du Sud ont besoin des pays du Nord et les pays du Nord ont besoin des pays du Sud, parce que si les pays du Sud aussi entrent dans un cycle de développement semblable à ceux du Nord, un cycle très polluant avec une utilisation massive d'énergie fossile, les choses ne feront qu'empirer plus vite que nous ne l'espérions. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.